Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'être en 2027 et qu'une personne vienne me dire « Le MotoGP ça pollue ». Comme ça je pourrais lui répondre « Chut mon brave, plus maintenant, renseigne-toi avant de parler ». Bah oui, puisque dans 3 ans, Moto3, Moto2 et MotoGP rouleront avec 100% de biocarburant. Et cette transition a déjà commencé cette année avec les fameux 40% de carburant non fossile. Mais qu'est-ce que ça change de rouler bio? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et est-ce que cela va vraiment sauver le monde? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors faites le plein, et c'est parti. Ah ça brûle un peu. On ne va pas se le cacher, Fabio Quartararo ne fait pas le plein à la même pompe à essence que vous. Bien que vous soyez peut-être déjà passé par des stations-service Total Energy qui fournissent le carburant à Yamaha, ou à la fameuse pompe à essence Repsol en Espagne. Un classique. Effectivement, chaque équipe a son propre fournisseur de carburant. Pour VR46 c'est Pertamina, ou encore Shell pour Ducati Lenovo. Pour ce qui est du Moto2 et du Moto3, c'est Petronas pour tout le monde. Le carburant qu'ils utilisent en Grand Prix est réalisé spécialement pour eux. Pourtant il y a quelques similitudes aux nôtres. Disons que la base est la même. Pour comparer, on peut prendre l'indice d'octane, appelé RON. Ah c'est le Rookmood dans Harry Potter. Tu manques pas de respect à Ron. C'est clair? En plus, il a vu aucun des films. RON veut dire Research Octane Number. Chez nous, le samplon 95 et 98 ont respectivement un RON de 95 et 98. Plus l'indice est bas, plus l'essence s'auto-enflamme. Autrement dit, il a tendance à prendre feu dans la chambre de combustion, même s'il n'y a pas encore eu d'étincelle créée par la bougie. On parle aussi de cliquetis et c'est néfaste pour le moteur. A contrario, plus le RON est élevé, plus la combustion est contrôlée, et donc la performance et la longévité du moteur sont conservées. Attention, ça va commencer à être un peu technique, mais ça ne va pas vous empêcher de comprendre le reste de la vidéo, je vous l'assure. Un RON à 0 correspond à de l'heptane, et à l'inverse, un indice à 100 correspond à de l'isooctane. Ainsi, du samplon 95 réagit de la même manière qu'un carburant composé à 95% d'isooctane et à 5% d'heptane. En MotoGP, cet indice doit être compris entre 95 et 102. Ouais, 102, c'est possible. L'isooctane qui est à 100 n'est qu'une base, faut pas l'oublier. Donc c'est comme si une MotoGP roulait au SP102, dans la mesure où elle utilise un RON à 102. Vous êtes encore là? Concrètement, à quoi roulent les MotoGP? Dans le règlement technique du MotoGP, il y a un tableau avec toutes les propriétés du carburant, les doses, les pourcentages, il y a aussi une liste des différents composants qu'on peut y retrouver dans leur fabrication. Il y a aussi un inventaire des oxygènes autorisés pour la conception. Il est interdit d'en utiliser d'autres que ceux notifiés. Et dernière obligation, et pas des moindres, c'est l'utilisation d'un carburant non fossile à 40%. Cela veut dire que 40% du carbone présent dans le carburant doit être du carbone 14. Par exemple, un carburant réalisé à partir de maïs va capter du carbone pour grandir, puis va ensuite le délivrer lors de la combustion. Ce carbone sera considéré comme jeune, car il aura été capté récemment, et ce sera donc du carbone 14. A contrario, un carburant fait à partir de pétrole ne contient pas de carbone jeune, car il est vieux de plusieurs millions d'années. On vient d'évoquer un carburant fait avec du maïs pour avoir du carbone 14, car oui, cette céréale peut être utilisée pour faire du biocarburant comme le blé ou la betterave. Après, on peut aussi utiliser des déchets agroalimentaires, de l'huile de cuisson, du bois, de la paille, et même des algues. C'est comme ça qu'on fait un biocarburant. Maintenant, il existe aussi de l'e-fuel et de l'hydrogène renouvelable. Cette dernière solution a été envisagée par Repsol pour les mettre dans les Honda. Maintenant, on ne saurait pas vous dire ce que les équipes utilisent précisément. Le mieux, ça serait de leur demander. C'est ce qu'on a fait. Mais on n'a pas eu de réponse. Enfin, peu importe le carburant non fossile, le plus important c'est qu'il y en ait au moins 40% jusqu'en 2026, avant de l'élever à 100% l'année suivante. Maintenant qu'on sait tout ça, passons à la pompe. Et ouais, faut bien les remplir ces moteurs. Les équipes ont 2 à 3 réservoirs. C'est possible qu'il y en ait un de plus pour chauffer les motos. Pour sûr, il y en a un pouvant contenir 12 litres pour la sprint et un de 22 litres pour le Grand Prix. Mais attention, tuyaux d'alimentation compris, c'est-à-dire les tuyaux qui permettent à l'essence de circuler jusqu'au moteur. Ça rentre en compte dans le litrage. Donc c'est plutôt 12 ou 22 litres maximum dans la moto que dans le réservoir. D'ailleurs ce dernier passe sous la selle pour une meilleure répartition du poids et doit être fait en acier ou en aluminium. Avant d'y être versé, l'essence est refroidie, puisque plus le liquide est froid, moins il prend de place et plus on peut en mettre. C'est pareil à nos pompes à essence, donc faites votre plein quand les températures sont basses, voilà, petit hack. Il est tout de même interdit pour les teams d'avoir plus de 15 degrés d'écart entre la température ambiante et celle du carburant. S'il fait 30 degrés dehors, on peut mettre ce dernier à 15, mais pas moins. Sauf que du coup, s'il fait chaud, on peut mettre moins d'essence, puisqu'on vient de le dire, le volume varie avec la température. Par conséquent, pour avoir une stabilité dans les calculs, les équipes parlent plutôt de kilos d'essence plus que de litres.
Comme ça, 10 kg de carburant, qu'il fasse 30 ou 10 degrés, ça reste 10 kg. Alors que quand on met 10 litres, quand il fait 30 degrés, cela représente 9,8 litres. Et s'il fait que 10 degrés, on est plus proche des 10,062 litres. Donc c'est plus facile de dire j'ai mis 10 kg d'essence dans la moto. Sinon entre le Grand Prix d'Aragon situé en plein milieu du désert et le Grand Prix d'Australie en bord de mer avec une petite brise fraîche, c'est pénible à calculer. Et pour économiser plus ou moins, il y a les maps, les cartographies moteurs, l'équivalent des powers sur les jeux MotoGP, qui vont distribuer plus ou moins d'essence pour avoir plus ou moins de puissance. Il existe même une cartographie gros rat pour économiser un max. Bon, en réalité c'est la cartographie éco. Après tout le monde appelle ça comme il veut. Cette dernière permet de limiter le régime moteur à un certain nombre de tours minutes, genre 5000, et ça va servir pour les tours de mise en grille. C'est pour ça que dans ces moments-là on voit les pilotes se traîner. D'ailleurs vous savez que les équipes sont en quête permanente de performance. Donc si elles savent que pendant un Grand Prix elles vont consommer 20 litres, bien elles vont pas remplir le réservoir au maximum. Elles vont mettre 20,1 litres, histoire d'être le plus léger possible. Car oui, mettre le carburant c'est pas comme nous, ils ont pas le prix qui défile ou le claque quand c'est plein, eux ils calculent. Lors d'une séance d'essai ils vont se mettre d'accord sur le nombre de tours que va réaliser le pilote lors de son run et mettre de l'essence en conséquence. Malgré tout ça, des fois, ce n'est pas suffisant. Après un calcul que nous n'avons pas fait, non pas qu'on est trop mauvais, au contraire on est des têtes, mais surtout par manque de données, une MotoGP consomme en moyenne 18 litres au 100. 18 litres pour 100 km parcourus, je ne trouve pas ça excessif quand on sait que ça tape 300 km/h à chaque tour. Par exemple le vieux Scudo de mon oncle à 3000 tours minutes, il prend 14 litres au 100, et on est qu'à 50 km/h. C'est pour vous donner une idée. Un pilote aurait besoin de 150 litres d'essence par week-end, sauf Joan Mir qui lui consomme un peu moins. Ça fait 3000 litres par pilote par saison, et 66 000 litres pour toute la grille MotoGP par saison. Toujours avec une marge d'erreur, bien entendu. Ce sont des approximations et des moyennes, puisqu'en fonction des circuits où l'on va, la consommation diffère. Au Qatar ou à Silverstone, les motos consomment plus, alors qu'en Allemagne et Aragon, ça boit moins. Ça dépend aussi de comment se déroule la course, la météo, etc. Évidemment, tout ça est très contrôlé. Dans le tableau de la réglementation technique du MotoGP, il y a les méthodes de test. Elles sont incompréhensibles, mais elles sont là. Et pour cela, les pétroliers doivent fournir, avant chaque week-end de course, 2 échantillons de 5 litres d'essence, soit 10, à un laboratoire désigné par FIM et Dorna, pour s'assurer que tout est en règle. Et c'est aussi les fournisseurs qui doivent payer les coûts d'analyse. Un numéro de rapport va ensuite être remis, indiquant, une fois le contrôle technique de la moto passé, que c'est bien elle qui utilise ce carburant. Et si ça vous chauffe, on fera une vidéo sur le contrôle technique en MotoGP, écrivez-nous en commentaire si ça vous chauffe. Maintenant que l'essence est stockée, elle est stockée dans des bidons, 2 par pilote maximum. Ces barils sont marqués par le directeur technique en début de saison et sont utilisés durant tout le déroulement de celle-ci. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie, il y a un commissaire technique désigné par le directeur technique qui est chargé de tout ce qui est administration et supervision du carburant. Avant chaque course, il peut vérifier l'essence avant qu'il ne soit mis dans le réservoir. Et pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune tricherie, un test est réalisé pour les 3 premiers de la course et d'autres sont faits aléatoirement pour le reste des pilotes. Pour ce faire, il y a 2 échantillons prélevés. Le A pour être sûr que tout est ok, et si jamais ce n'est pas le cas, il y a moyen de faire une contre-visite avec l'échantillon B. Mais cela sera aux dépenses de l'équipe qui est contrôlée. Et si jamais il y a une fraude, c'est la disqualification. Ouais, c'est énormément de taf juste pour l'essence. On ne va pas se le cacher, ce biocarburant c'est avant tout pour l'image. On n'a pas de chiffres, mais logiquement ce n'est pas le sport lui-même qui pollue le plus. Le véritable problème c'est tout ce que cela engendre, comme la logistique, nous les spectateurs qui nous rendons sur les grands prix, les pilotes et leurs jets privés qui font podium en Australie, qui 2 heures après sont à Bali, toute l'activité audiovisuelle avec les réseaux sociaux, la diffusion télévisée, les data centers pour refroidir tout ça qui pollue à mort, parfois la construction des circuits qui détruit des écosystèmes et l'extraction de carbone pour fabriquer les carénages des motos. Bon, j'ai légèrement abusé, mais si on va au bout de ce raisonnement, c'est la réalité. Tout ça pollue, et dans 3 ans, même si les MotoGP sont full biocarburés, ça polluera encore. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment taper du poing. Maintenant, je trouve ça cool que d'ici une poignée d'années, on pourra dire que notre sport roule avec des énergies non fossiles. D'autant que c'est un véritable laboratoire. Donc cette essence futuriste qui est déjà utilisée par certains dans la vie de tous les jours, trouvera bientôt sa place dans vos motos, dans la mienne. J'ai pas de moto en fait. Enfin si, j'ai elle, mais... elle pollue pas. Et quand on voit à quel point nos activités humaines ont un impact sur la planète et des conséquences de plus en plus marquées sur le championnat, le cas le plus probant actuellement c'est les inondations qui nous privent de la dernière manche à Valence, on se dit que c'est la moindre des choses que de se lancer dans des initiatives un peu plus écologiques. Et le championnat est loin de jouer les sourds là-dessus. Il y a pas mal de choses qui sont réalisées à l'intérieur du paddock, on va pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais tout ça pour dire qu'on progresse. C'est tout pour moi, ciao.